ISN 24, le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au Bénin, près de 9,7 milliards dédiés au numérique en 2021. Le projet du budget exercice 2021 du ministère du numérique et de la digitalisation validé ce lundi 16 novembre 2020 par l'Assemblée nationale. C'est l'autorité ministérielle qui a présenté les grandes lignes du projet aux députés membres de la commission budgétaire. Ensuite, compteur à 4 au Bénin, les consommateurs de la société béninoise d'énergie électrique se plaignent des taxes appliquées sur le recharge électronique. Des explications sur les faits à suivre. Enfin, l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Bénin, UNAPEB, a mené une enquête sur la situation des écoles qui relève un manque d'enseignement dans les établissements publics. Le point dans ce journal. Au Bénin, le budget exercice 2021 du ministère du numérique et de la digitalisation s'élève à 9 696 889 000 francs CFA. Selon les prévisions du ministère, plusieurs actions seront exécutées. Il s'agit entre autres de l'extension des infrastructures de connectivité haute et de très haut débit sur le territoire national, de la mise en exploitation de la télévision numérique terrestre TNT. Par ailleurs, le ministère entend se focaliser sur la digitalisation des procédures administratives et de la transformation digitale de l'administration publique, la promotion de la transformation digitale de l'entreprise ainsi que le renforcement de la sécurité numérique. Cependant, plusieurs autres chantiers mis en œuvre en 2020 seront poursuivis. Diplomatie, Awal Mohamed Abachi, nouveau représentant du PNUD, un nouveau représentant résident du Programme des Nations Unies par le développement PNUD, a pris fonction au Bénin le 2 novembre dernier. Awal Mohamed Abachi, de nationalité djiboutienne, a présenté ses lettres de créance au cabinet du ministre des Affaires étrangères de la coopération Aurélien Agbenossi. C'était ce mardi 17 novembre 2020. Aspirer à devenir des professionnels avérés de l'information, des jeunes de formation d'origine diverses ont été soumis à une formation de la pratique du journalisme pour devenir des journalistes spécialisés des questions de leur formation universitaire. Une formation organisée par l'atelier Chroma spécialisé dans l'art du plateau de télévision et de la radio, suivant ce reportage de Martine Dimandé. Situé derrière le campus universitaire d'Abomey-Calavi et dans un quartier communément appelé Zogbadje, les ateliers Chroma continuent avec succès et efficacité la reconversion professionnelle des jeunes de tout horizon. Pour rehausser le niveau de la presse au Bénin et faire des jeunes de meilleurs journalistes et présentateurs, les ateliers Chroma se sont fixés un objectif de former au métier de journalisme en présentation du journal télévisé et radio, à la pose de voix pour les spots publicitaires, reportages et documentaires, à la présentation d'émissions télé et radio de tout genre. Une formation donnée en français et dans les langues locales avec les horaires bien définis. L'atelier Chroma est né d'un constat, c'est que les jeunes qui sortent des écoles de formation de journalisme, nous avons constaté qu'ils ont un manque, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à être rapidement exploitables. Quand ils finissent de prendre les cours dans les cahiers, c'est difficile pour eux de joindre l'hâte à la parole. Ils ont du mal à aller directement sur les plateaux de télévision, à écrire en même temps les lancements. Les ateliers Chroma forment toute personne n'ayant aucune formation de base en médias et dans la presse, que ce soit des étudiants en BTP, sociologie, agronomie, droit, communication, ressources humaines. La formation en journalisme, en présentation télé et radio, en pose de voix professionnelle est donc possible avec les ateliers Chroma. Je suis un technicien génie civil de formation et l'atelier Chroma a lancé un communiqué qui m'a intéressé et je suis venu. Pour le moment, je ne suis pas déçu. Je suis experte en sécurité alimentaire et nutritionnelle. J'ai appris à faire des montages et cadrages des éléments, à faire des émissions radio et télé, à rédiger les articles et surtout à présenter des JT. L'atelier Chroma est le meilleur centre de formation. Je suis sociologue de formation. D'ailleurs, la méthode d'éduquer, la méthode de donner la formation est très bonne. J'apprécie.
c'est à 70% pratique directement. J'étais géographe de formation. On m'a formé très bien sur la présentation journalistique. Je sais bien écrire les articles sous forme dans le jargon journalistique. Je sais présenter le journal télévisé comme radio. Une formation assurée par des experts en journalisme et en art des plateaux de télé et surtout trempée dans le domaine de l'information et de la communication. Nos formations ici se passent directement en plateau. Nous avons une rédaction, nous avons des bandes de montage. L'atelier Coma a une troisième branche et c'est pour ceux-là qui ont fait des formations en langue, qui auront des aptitudes pour les présentations, quelles que soient les langues dans lesquelles ils exerceront. Pour les joindre, il suffit de s'abonner à leur page Facebook, les ateliers Chroma, avec un numéro qui permet de les joindre directement sur WhatsApp. Les clients des compteurs prépayés de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE se plaignent très souvent des taxes prélevées sur le recharge électronique de consommation énergétique et certains demandent à retrouver le branchement sur le compteur à facture. Un reportage de Romiade Sosamine. L'énergie électrique est indispensable dans le monde d'aujourd'hui. Au Bénin, beaucoup d'efforts sont consentis pour électrifier beaucoup plus de zones. Mais la disponibilité des compteurs ont amené la Société béninoise d'énergie électrique, SBEE, à faire recours aux compteurs prépayés. Mais depuis son avènement, des critiques ne cessent de se faire par rapport à ce nouveau système de paiement de factures d'énergie électrique. Les citoyens clients de la SBEE trouveraient les taxes appliquées à l'achat des crédits de compteurs après paiement assez floues. Les compteurs prépayés, ces compteurs, à des moments donnés, ça nous prélève des taxes, nous envoie des messages de recharger à base de nos mobile money. Et pour recharger, ça enlève l'argent, mais ça ne nous envoie pas si vite le crédit dans notre compteur. On ne sait pas juste comment ça se passe et ils nous enlèvent cette taxe. Il faut qu'ils régularisent ces genres de trucs, sinon ça ne va pas du tout. Un agent de la SBE qui a préféré garder l'anonymat nous explique un peu l'utilité de ces différentes taxes prélevées à la source. En réalité, ce que la population ne comprend pas surtout, c'est qu'ils se disent que déjà, comme ils ont un compteur à carte, ils ne vont pas payer par exemple les frais d'entretien qui sont liés par exemple au compteur conventionnel, c'est-à-dire les compteurs à facture. C'est la même chose par rapport au compteur prépayé. Quand vous avez un compteur prépayé de 5 ampérages, sachez que vous allez payer au moins 500 à la fin du mois comme frais d'entretien. Si c'est compteur 10 ampères, ça fait 1000 francs, ainsi de suite. Donc, s'il a payé une facture par exemple de 3000 francs, dans les 3000 francs, il a 22,6 comme kilowatts. Les 22,6 kW qu'il a reçus, c'est d'abord le montant hors taxe, c'est 2449. Il y a par exemple la TVA qui est 441, l'électricité rurale qui est 66 francs. D'un autre côté, ça peut varier aussi, ça dépend de la montant que vous achetez. Maintenant, le vrai problème est que vous allez vous remettre par exemple les 3000 francs, il y aura 2 semaines et vous n'avez pas trouvé 22,6 kW. C'est dû au fait que ici maintenant, il n'y a pas de charge fixe. La charge fixe, en réalité, c'est ça qui est les frais d'entretien. Si par exemple la personne vient 2 mois, bien 2 semaines après maintenant, quand on lui enlève maintenant les 500 bien les 1000 francs de ceci, ça va lui rester quelque chose de 2000. Quand on va enlever maintenant les autres tasses, figure-toi qu'en ce moment-là, ça ne serait plus 22,6 kW. Il peut revenir par exemple à 14 kW. Il va se dire, mais comment se fait-il que c'est le même montant et qu'il y a variation? C'est dû au fait à ça, c'est rien d'extraordinaire. Sachez simplement que quand vous avez un compteur, comme un compteur prépayé ou tout ça, vous devez à chaque fois, à la fin de chaque mois, payer vos frais d'entretien. Même s'il y a de jus dans votre compteur, passez à la caisse ou bien au guichet, payez votre entretien. Je donne un exemple terre à terre. Je prends un crédit de 2000 francs. Ce n'est pas fini. C'est resté là jusqu'à 2 mois. La majorité des clients, c'est qu'ils attendent toujours à la fin, complètement, avant qu'il n'y ait plus de jus dans le compteur avant de venir maintenant recharger. Voilà que tu as déjà fait de 2 mois. Les 14 kW ont déjà fait plus de 2 mois. Tu viens prochainement là. Ils vont te facturer les frais d'entretien du mois passé. Les autorités à divers niveaux de la SBE devraient faire l'effort de tenir informée la population béninoise sur l'utilité et l'importance des diverses taxes prélevées sur notre consommation énergétique en prépaiement, car beaucoup d'autres taxes restent incomprises par bon nombre de citoyens. La pandémie de Covid-19 a aussi frappé le Bénin depuis un certain temps, même si le nombre de la contamination est un peu bas jusqu'à maintenant. Les mesures sécuritaires et sanitaires sont toujours mises en place et de rigueur à l'aéroport international Benandin-Ganti de Cotonou. Suivez ce reportage de Wahabou Inoussa.
Au Bénin, même si les cas de contamination à la pandémie de coronavirus sont au ralenti depuis un certain mois, le contrôle est toujours en vigueur partout. C'est le cas de l'aéroport international Bernardin Gantier de Cotonou, dont le dispositif sécuritaire et sanitaire redouble d'ardeur. Plus question d'affranchir le rôle de l'aéroport sans un résultat de test de la Covid-19. Il y a deux tests qui se font. Il y a un test qui se fait au Palais des Congrès. Ce test, ça a une durée de 3 jours. Si vous faites le résultat aujourd'hui, vous aurez le résultat 3 jours après. Mais il y a, pour ceux qui voyagent en express, ceux qui veulent rapidement le faire, c'est juste dans la zone de l'hôtel de l'Entente. C'est à 75 000. Pour ceux qui veulent voyager par express, ceux qui veulent le faire rapidement. Vous faites le test le matin à 8h, vous aurez le résultat à 18h. Vous le faites à 11h, vous aurez le résultat demain matin à 9h. Sans ces tests, vous ne pouvez pas voyager. C'est le ministère de la Santé qui a initié ça. Ce dispositif est salutaire, mais pour certains qui doivent effectuer un voyage en urgence, le processus joue sur leur programme de départ. C'est à cause de ça, mon volet a été annulé que je devais faire ces tests-là. Ils m'ont indiqué qu'il y a un test qui se fait au Palais des Congrès. Là-bas, c'est 50 000. Mais là-bas, je vais attendre 72 heures avant de prendre mes résultats. Or, moi, j'ai envie de voyager aujourd'hui. Ils m'ont indiqué encore un endroit qui se trouve à côté de l'aéroport qui s'appelle VIP. Là-bas, c'est à 115 000. Si tu viens faire un test par express, si tu veux voyager pas en express, quoi. Et effectivement, je suis allé faire mon test là-bas pour pouvoir vite voyager. Et puisque les gens ont leur date de voyage retour sur le billet d'avion, il faudrait leur envoyer les notifications du test de la Covid-19 bien avant pour permettre une organisation parfaite des déplacements internationaux au niveau de chaque citoyen. Le recul de la propagation de la Covid-19 en Afrique reste pour beaucoup un mystère caché. En dépit des précisions faites par les médecins occidentaux, l'Afrique reste pour l'heure le continent le moins touché par le virus. Ceci pour de multiples raisons. Suivez les détails dans ce reportage de Justin Avossé-Forum. La Covid-19 ne cesse d'inquiéter le monde entier depuis son avènement, une pandémie qui fait encore beaucoup de victimes, surtout en Europe et en Amérique. Dès le début de sa propagation, les chercheurs scientifiques avaient vu à tort la propagation vertigineuse de la pandémie du Covid-19 en Afrique. Mais pour l'heure, le constat est tout autre chose. Dans les écrits, nous avons appris que ce sont souvent les personnes âgées qui ont été attaquées. En comparant les pays occidentaux aux pays africains, nous pouvons déjà dire que l'Afrique n'a pas assez de personnes âgées comme les autres pays. Notre population est plus jeune par rapport aux autres pays qui sont bien touchés. Le frein à la propagation en Afrique est loin d'être le respect strict des gestes barrières et même les débats autour de son existence suscitent encore des polémiques. Pour certains, le virus existe en Afrique, pour d'autres, c'est une vilaine invention des Européens. C'est ce qu'on voit, qu'on croit. Moi, je n'ai pas vu ça. Si on me pose des questions dessus après maintenant, que coronavirus, là, comment ça se fait? Si on voit quelqu'un maintenant là, quel est l'état de la personne? Moi, je ne peux pas répondre. Donc, je ne peux pas dire maintenant que je crois à ça. Ce n'est pas parce que nous respectons les gestes barrières que le Covid-19 ne sévit pas au Bénin. D'ailleurs, nous ne le respectons pas. Le virus, que ça n'aime pas là où il y a la température élevée, que le virus n'aime pas ça. Mais peut-être que comme en Afrique, notre température est un peu élevée, ça peut aussi justifier un peu le recul. Malgré les prévisions scientifiques, le taux de propagation du virus en Afrique reste considérablement en dessous de celui en Europe et en Amérique. Ce barreau d'infection en Afrique pourrait s'expliquer mieux de façon religieuse que scientifique. Selon les religions comme le christianisme, l'islamisme et l'animisme, les raisons du recul de la propagation sont spirituelles. Le recul du Covid-19 en Afrique peut s'expliquer sous plusieurs formes, surtout sur le côté spirituel. Les Africains, nous aimons beaucoup prier. Et moi, je dirais que c'est la prière qui nous protège contre le Covid-19.
Il y a l'adage en fond qui dit donc c'est pour dire que bon, c'est ce à quoi on croit, c'est ça qui agit sur nous en fait. Si tu crois à quelque chose de négatif qui peut venir, qui peut agir sur toi, c'est ça qui va venir sur toi. Nous avons une protection qu'on ne peut pas savoir exactement d'où ça vient. Sinon, c'est comme un mystère que l'on n'arrive pas à déterminer réellement. On prie, on a nos divinités, nous sommes vraiment dans un pays où il y a vraiment la croyance. Si la religion aide dans le recul de la propagation du virus en Afrique, il est aussi de la responsabilité des Africains de veiller au respect des mesures barrières pour contrer et éradiquer la pandémie du coronavirus. La prise de certains médicaments, surtout les antibiotiques, était devenue de trop à la population et cet état de choses causait beaucoup plus de maladies que de la guérison. Et c'est suite à ces cas récurrents de maladies causées par l'automédication que le ministère de la Santé béninoise exige désormais des pharmaciens la vente uniquement sur ordonnance des médicaments, surtout les antibiotiques. Des pharmaciens vous présentent le bien fondé et l'urgence de ces décisions. Depuis plus d'une décennie, les Béninois avaient l'habitude de l'automédication. Mais malheureusement, cette automédication cause beaucoup de problèmes au niveau sanitaire et engendre d'autres maladies. Et c'est face à cette situation de multiplication de cas de maladies liées à l'automédication que l'Ordre des pharmaciens a imposé aux pharmacies la vente des produits antibiotiques sur présentation obligatoire d'une ordonnance médicale par le citoyen. La BRP, l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique, a fait sortir un règlement demandant de ne délivrer des antibiotiques à la pharmacie uniquement sous présentation d'une ordonnance. Parce qu'on a remarqué qu'avec le temps, on a remarqué que la population utilise à tort et à travers les antibiotiques et aussi on note une résistance des bactéries vis-à-vis des antibiotiques. Donc c'est pour ces deux raisons que cette loi a été notamment instaurée. Il faut déjà rappeler que lorsque nous tombons malades et que c'est souvent dû, lorsque c'est dû à une infection, que cette infection peut être soit due à un virus, à une bactérie ou par exemple à un fongique. Donc dans ce cas, ce qu'on remarque, c'est que la population, pour une petite infection, bien un petit problème de santé, on vient à la pharmacie, on demande de l'antibiotique, l'amoxicilline le plus souvent pour prendre ça. Alors qu'on ne sait pas si là, est-ce qu'on est en face d'une infection virale, en face d'une infection bactérienne ou bien d'une infection fongique. Ce n'est qu'après la consultation et certaines analyses que le médecin lui pourra dire, voilà, nous sommes en face d'une infection virale, en face d'une infection bactérienne ou fongicique. Et c'est à lui maintenant de mettre, si c'est en face d'une infection bactérienne, de mettre un antibiotique. Il est normal que l'homme tombe malade et il est aussi évident qu'on veille se soigner avec des médicaments. Mais l'accès aux produits pharmaceutiques est désormais conditionné au Bénin. Déjà, il faut commencer par rappeler que ce n'est pas maintenant qu'on délivre seulement les médicaments que sous ordonnance. Parce que déjà, bien longtemps, il y a des classes de médicaments que l'on délivrait uniquement sous ordonnance à la pharmacie. Les médicaments contenant des opioïdes, par exemple, comme on utilise comme contenant du tramadol, de la codéine, des hypnotiques. Ces classes de médicaments étaient délivrées à la pharmacie uniquement sous ordonnance. L'Ordre des pharmaciens rassure de la bonne exécution de cette décision qui entre dans le cadre de la promotion de la santé publique. Le procureur anticorruption au Ghana, Martin Amidou, a démissionné ce lundi soir, accusant le chef de l'État, Nana Akufo-Addo, d'ingérence politique dans son travail, 3 semaines avant l'élection présidentielle. Le désormais ancien procureur général a affirmé qu'il restait convaincu qu'il n'était plus en mesure d'exercer en toute indépendance son travail dans une lettre de démission adressée au président et rendue publique. Je cite: « Vous avez tort de penser que je pourrais exercer ma fonction de procureur spécial comme votre caniche. »
Au Burkina Faso, la réconciliation nationale et la sécurité intérieure étaient au menu des échanges entre Roch Kaboré, candidat aux élections présidentielles, et les forces vives de la région de la boucle du Mouhoum ce mardi 17 novembre 2020. Ce tête-à-tête intervient au 10e meeting de campagne du candidat qui se tient à Dédougou dans la boucle de Mouhoum. Sur la question de la réconciliation nationale, Roch Kaboré a réaffirmé qu'il doit passer par la vérité et la justice. Il est temps d'arrêter tous les discours démagogiques et populistes sur la réconciliation du peuple pour le progrès. L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade a réagi après l'annonce de son décès sur le site internet de RFI le lundi 16 novembre. Aussitôt, le prédécesseur de Macky Sall a fait un post sur sa page Facebook pour faire savoir qu'il est bien portant. Il a même ajouté de manière ironique qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre connaissance de sa nécrologie, de son vivant, avant de partager une information. L'administration Trump a été contrainte de retirer un à un ses recours pour fraude électorale. Ces derniers jours, une vingtaine de plaintes ont été disposées par l'équipe de Donald Trump, mais aucune n'a abouti. Joe Biden, de son côté, continue de préparer sa future équipe gouvernementale. L'administration Trump a été contrainte de retirer un à un ses recours pour fraude électorale. Ces derniers jours, une vingtaine de plaintes ont été disposées par l'équipe de Donald Trump, mais aucune n'a abouti. Joe Biden, de son côté, continue de préparer sa future équipe gouvernementale. Il a constitué une équipe de transition d'environ 500 personnes qu'il a voulu être la plus prioritaire et la plus diversifiée possible. Selon Loïc de la Monnaie, journaliste pour France Télévisions à Washington, l'équipe compte 52% de femmes et 40% de personnes venues de la diversité, ce qui devrait annoncer un bon nombre de ministres afro-américains dans le futur gouvernement de Biden, rapporte le journaliste. Les aveux de Barack Obama concernant Donald Trump ce mardi 17 novembre, l'ancien président américain Barack Obama a confié avoir peut-être sous-estimé la capacité de Donald Trump à susciter d'autant d'enthousiasme au sein de la société américaine. Ces propos, le 44e président des États-Unis les a tenus à la faveur d'une interview qu'il a accordée au journaliste François Busnel et qui a été diffusée par France 2 ce mardi 17 novembre. Il n'a pas caché son étonnement sur le fait que même les grands médias ont considéré Trump comme étant capable d'attirer l'attention, de faire grimper l'audimat et obtenir des clics sur Internet. Barack Obama fonde ses espoirs sur la nouvelle équipe dirigeante pour corriger les différentes graines de division semées ces dernières années. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre page. C'était Pierina Fakoundé à la présentation. Bonsoir chez vous.